Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Camille. J'ai 40 ans, 2 enfants, un mari, une maison, un travail. Tout ce qu'on pourrait appeler une vie stable. Enfin, c'est ce que je pensais. Parce que derrière les apparences parfaites que je m'efforçais de maintenir, ma vie était en train de s'effondrer doucement. Et ce n'est qu'en tombant que j'ai compris à quel point je m'étais perdue. Aujourd'hui, je vais tout raconter, sans phare, sans mensonge. Mon histoire, telle que je l'ai vécue. Je me suis mariée avec Vincent à l'âge de 26 ans. Il était charmant, drôle, intelligent. Du moins, je le voyais ainsi. Nous nous étions rencontrés pendant une formation professionnelle à Lyon, et très vite, il m'avait séduite par son assurance tranquille et ses projets d'avenir. Il voulait une grande maison, des enfants, une femme fidèle. Moi, je voulais quelqu'un qui me protège, qui me donne une vie normale, paisible. Nous avons emménagé ensemble au bout de 6 mois, puis nous nous sommes mariés dans la foulée. Rapidement, j'ai mis au monde notre fils, Hugo, puis 2 ans plus tard, notre fille, Zoé. Les premières années ont été belles. Je travaillais à mi-temps dans une petite agence de communication, ce qui me permettait de m'occuper des enfants. Vincent, lui, grimpait les échelons dans une société d'ingénierie. Il rentrait tard, souvent fatigué, mais je ne m'en plaignais pas. Je voulais qu'il réussisse. Je voulais être cette femme discrète, forte et douce, celle qu'on admire en silence. Je me disais que c'était ça, être une bonne épouse. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à changer. Vincent était de moins en moins présent. Il passait ses soirées sur son téléphone, ses week-ends au golf avec des collègues que je ne rencontrais jamais. Il me parlait peu et quand il le faisait, c'était pour critiquer. Mon plat était trop fade, les enfants mal élevés, la maison mal tenue. Au début, j'ai cru qu'il traversait une période de stress. J'ai redoublé d'efforts. J'ai essayé de raviver la flamme, de planifier des sorties, des dîners en amoureux. Mais il trouvait toujours une excuse. Il m'évitait. Je me suis sentie invisible, inutile, délaissée. J'ai commencé à douter de moi, à me dire que peut-être je ne valais pas grand-chose. Je ne me reconnaissais plus. J'étais devenue l'ombre d'une femme. Et personne ne semblait le remarquer. Les enfants grandissaient, Vincent s'éloignait, et moi, je me perdais. C'est dans cet état d'esprit que j'ai rencontré Thomas. Il était le père d'un camarade de classe de Zoé. Nous nous croisions souvent à la sortie de l'école, échangeant des banalités sur le temps ou les devoirs. Mais il avait quelque chose de différent. Il me regardait dans les yeux. Il m'écoutait. Il riait à mes blagues, même les plus nulles. Et surtout, il semblait voir en moi une femme, pas juste une mère ou une épouse fatiguée. Il m'a redonné le sentiment d'exister. Je me souviens du jour où il m'a proposé un café après la réunion parents-prof. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Ce n'était qu'un café après tout. Mais ce moment, cette petite bulle de chaleur, de conversation sincère, a allumé quelque chose en moi. Non, ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas un coup de foudre. C'était un rappel. Un rappel que je méritais d'être vue, entendue, respectée. Les semaines ont passé et nos discussions sont devenues plus régulières. Toujours dans les limites du raisonnable, toujours dans la cour de l'école.
dans les couloirs, parfois par message. Jamais rien de physique, jamais rien de caché. Mais Vincent, lui, n'a pas tardé à remarquer que quelque chose changeait. Pas en moi, non, mais dans son territoire. Il a commencé à poser des questions, à fouiller mon téléphone, à faire des remarques sarcastiques sur mon nouvel ami. Et puis, un jour, sans prévenir, il a explosé. Il est rentré plus tôt que prévu, m'a attendu dans le salon et a hurlé dès que j'ai franchi la porte. Il m'a accusé d'infidélité, m'a traité de tous les noms. J'étais sidérée. Parce qu'au fond, il n'avait rien vu, rien compris. Ce qu'il prenait pour une trahison n'était que la conséquence de ses propres absences, de son propre abandon. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assise et je l'ai écouté me déverser son venin. Puis, calmement, je lui ai dit « Tu me fais des reproches, mais quand as-tu pris le temps de me regarder pour la dernière fois ?» Il est resté silencieux. Il n'avait pas de réponse. Parce qu'il savait. Il savait que son couple ne tenait plus que sur mes épaules. Après cet épisode, il a tenté de se rattraper. D'un coup, il devenait plus attentionné, plus présent. Mais c'était trop tard. Il ne comprenait pas que ce n'était pas Thomas le problème. C'était lui. C'étaient les années d'indifférence, de jugement, de silence pesant. Sinon, c'était son incapacité à aimer vraiment, sans condition. J'ai commencé à prendre mes distances. Pas avec Thomas, mais avec Vincent. J'ai repris des heures au travail, j'ai vu des amis, je me suis remise au sport. Non pas pour séduire, mais pour moi. Pour me retrouver. Et pendant que je me reconstruisais, Vincent sombrait dans la paranoïa. Il fouillait mes affaires, suivait mes déplacements, interrogeait les enfants. Il ne cherchait pas à comprendre, seulement à contrôler. Mais il avait déjà perdu ce qu'il croyait posséder. Un jour, j'ai surpris une conversation entre lui et un collègue. Il parlait de moi avec mépris. Il disait que j'étais instable, que j'avais besoin d'attention, comme une gamine. Il riait. J'ai ressenti une colère froide. Pas à cause des mots, mais à cause de l'image qu'il s'était construite de moi après toutes ces années. Il ne me connaissait même pas. Et il ne voulait pas me connaître. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais plus me justifier, ni expliquer, ni mendier son respect. J'allais reprendre ma vie en main. À ma façon. Et croyez-moi, ma façon n'allait pas lui plaire. Parce que ce qu'il ignorait, c'est que je ne comptais pas partir discrètement. J'allais faire en sorte qu'il ressente chaque blessure, chaque humiliation, chaque larme que j'avais dû ravaler. Pas avec de la violence, mais avec quelque chose de bien plus puissant, la vérité. Et ce n'était que le début. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais m'y prendre, mais je savais que je ne voulais plus subir. J'en avais assez de me taire, de me plier, de faire semblant que tout allait bien. J'avais besoin de reprendre le contrôle. Pas seulement de mon mariage, mais de ma vie entière. Je ne voulais pas me venger par caprice ou par colère. Non, ce que je voulais, c'était que Vincent comprenne. Qu'il réalise qu'on ne peut pas piétiner quelqu'un pendant des années sans qu'un jour, cette personne se relève. Alors j'ai commencé doucement. J'ai gardé mon calme. J'ai continué à faire comme si de rien n'était. Je l'ai laissé croire que ces tentatives d'être un meilleur mari avaient fonctionné. Il m'achetait des fleurs, préparait le dîner, m'envoyait des messages doux, mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. La peur de me perdre,
de perdre cette image qu'il voulait à tout prix conserver, celle d'un homme marié, père de famille, respectable. Il n'avait pas peur de me blesser. Il avait peur que les autres le voient comme un homme abandonné. Ce que Vincent ne savait pas, c'est que j'avais commencé à documenter tout. J'ai commencé à noter chaque fois où il m'humiliait, chaque fois où il me parlait avec mépris, chaque fois où il haussait la voix sur les enfants. J'ai enregistré ces ces colères injustifiées, ces petits accès de violence verbale. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je voulais garder une trace, une preuve que je n'étais pas folle, que si un jour tout éclatait, je pourrais me défendre. En parallèle, je me suis rapprochée de gens que j'avais mis de côté depuis longtemps. Mes parents, mes amis, même mes anciens collègues. Je voulais reconstruire un réseau, une base solide. Pendant des années, Vincent m'avait isolée sous prétexte que le couple passe avant les autres. Mais il ne s'agissait jamais du couple. Il s'agissait de lui, de son confort, de son besoin d'avoir quelqu'un à disposition, sans contestation. J'ai aussi repris mes études à distance sans lui en parler, un diplôme en gestion de projet. Je travaillais tard le soir, après avoir couché les enfants, pendant qu'ils regardaient des séries ou s'endormaient sur le canapé. Chaque heure passée à étudier me rapprochait un peu plus de mon indépendance. Et plus je reprenais confiance, plus je voyais clair. J'avais accepté trop de choses, trop longtemps. Mais cette époque était révolue. Un jour, il a trouvé un mail de confirmation d'inscription à une formation. Il a tenté de me faire une scène. « Pourquoi tu fais ça dans mon dos ?» J'ai répondu calmement. « Ce n'est pas dans ton dos. C'est dans ma vie. Et tu n'en fais pas partie. Pas à ce niveau-là. » Il n'a pas compris. Il croyait encore que tout tournait autour de lui. Mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas besoin de son approbation. Il est devenu nerveux. Paranoïaque. Il me suivait en voiture. Il appelait mes collègues pour vérifier que j'étais bien au travail. Il installait des applications de géolocalisation sur le téléphone de Hugo. Il fouillait dans les sacs, dans les tiroirs. Il perdait le contrôle. Et moi, je ne bronchais pas. Je notais tout, je construisais mon dossier. Chaque geste de sa part devenait un argument de plus. Puis, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. En triant les papiers dans le bureau, je suis tombée sur un ancien relevé bancaire. Un paiement étrange m'a interpellée. Un virement régulier vers un compte inconnu chaque mois depuis près de 2 ans. J'ai creusé. Et ce que j'ai trouvé m'a glacée. Vincent avait une autre femme. Pas une simple aventure, non. Une double vie. Il louait un petit appartement pour elle. Il payait ses factures, l'emmenait en vacances lors de ses déplacements professionnels. Elle s'appelait Estelle. Elle travaillait dans la même entreprise que lui. Ils s'étaient rencontrés à un séminaire. J'ai trouvé des messages, des photos, des réservations d'hôtels. Ils vivaient 2 existences parallèles pendant que moi, je luttais pour maintenir la nôtre à flot. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas crié. J'ai ressenti un calme glacial, une lucidité presque clinique. Il m'avait accusé d'infidélité à cause d'un café avec Thomas, alors qu'il trompait sa famille depuis 2 ans. Il m'avait humilié, contrôlé, manipulé. Et voilà enfin la preuve que j'étais en droit de briser le silence. Alors j'ai commencé à agir. D'abord, j'ai contacté un avocat, pas pour demander le divorce tout de suite, mais pour m'informer, connaître mes droits, ceux des enfants, les conditions financières. Ensuite, j'ai créé un dossier complet.
avec tous les relevés bancaires, les preuves de double vie, les enregistrements, les témoignages. J'ai même retrouvé d'anciens collègues à lui qui savaient ce qu'il faisait mais se taisaient par loyauté. Puis j'ai attendu. J'ai continué à faire semblant, à sourire, à cuisiner, à faire les courses avec lui. Chaque jour, il s'enfonçait un peu plus dans sa propre illusion. Et chaque jour, je préparais le moment où je lui arracherais ce masque qu'il portait depuis trop longtemps. Le déclic est venu un soir, en dînant avec les enfants. Vincent avait une fois de plus critiqué Zoé pour sa façon de manger. Elle avait baissé la tête, honteuse, et j'ai vu dans ses yeux une douleur que je connaissais trop bien. Celle d'être jugée sans raison. Celle de ne pas être aimée, comme on le mérite. C'est ce soir-là que j'ai décidé de ne plus attendre. Le lendemain, pendant qu'il était au travail, j'ai pris rendez-vous avec un notaire. J'ai ouvert un compte à mon nom. J'ai loué un petit appartement temporaire, assez grand pour moi et les enfants. J'ai commencé à transférer discrètement quelques affaires essentielles. Je savais que s'il sentait le vent tourner, il essaierait de reprendre le dessus. Je ne devais laisser aucun indice. Et puis, le jour est arrivé. Celui où j'ai tout mis en lumière. Un samedi matin, je lui ai tendu une enveloppe. Il a ouvert, perplexe. À l'intérieur, une copie des messages avec Estelle, des relevés, des photos. Il a blêmi, puis il a ri. Un rire nerveux, forcé. Tu fouilles dans mes affaires maintenant ? T'es tombé bien bas, Camille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Vincent. C'est toi qui es tombé. Et je ne vais pas te tendre la main cette fois. Il a essayé de m'intimider, de nier, puis de supplier. Il a dit qu'il allait tout arrêter, qu'il allait changer. Mais je ne l'écoutais plus. J'étais déjà ailleurs. Dans l'après. Dans la suite. Ma suite. Je lui ai dit que je partais. Que les enfants venaient avec moi. Que j'avais tout prévu. Qu'il ne pourrait plus me contrôler, plus me faire peur. Et que le jour où il voudrait expliquer tout cela à nos proches, à ses collègues, il faudrait qu'il leur montre le même dossier que j'avais entre les mains. Il est resté là, sans voix. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Le jour où j'ai quitté la maison, il pleuvait. Une pluie fine, régulière. J'avais préparé les valises pendant que Vincent était au travail. Les enfants étaient au courant. Pas de tous les détails, bien sûr, mais assez pour comprendre que quelque chose devait changer. Je leur avais dit que ce n'était pas de leur faute, qu'ils ne perdaient pas leur père, mais qu'on avait besoin de retrouver la paix. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une forme de soulagement profond. J'étais partie sans cri, sans fracas. Juste avec la vérité, mes enfants, et la force que j'avais lentement reconstruite. Les premiers jours dans le nouvel appartement ont été étranges. C'était petit, mal insonorisé. Les murs blancs étaient nus. Mais c'était à moi. À nous. Personne ne criait. Personne ne rabaissait personne. Il y avait du silence, oui, mais c'était un silence doux, libérateur. Vincent a d'abord tenté de me faire revenir. Il m'a envoyé des messages, des fleurs, des lettres. Il a même contacté mes parents. Il suppliait, promettait, pleurait. Mais tout sonnait faux. Il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. Il regrettait juste d'avoir été découvert. Il regrettait de ne plus avoir le contrôle. Je ne lui ai pas répondu. Mon avocat a engagé la procédure de divorce. J'avais les preuves, le dossier, les témoignages. Vincent n'a pas cherché à se battre trop longtemps. Il savait que, s'il le faisait, je pouvais tout révéler publiquement. Son image lui tenait trop à cœur pour risquer ça.
Le jugement a été prononcé en ma faveur. La garde des enfants m'a été confiée. Il avait un droit de visite, que les enfants acceptaient, avec une certaine distance. Zoé restait sur ses gardes. Hugo était plus dur. Il ne comprenait pas encore tout, mais il se souvenait. Des silences, des remarques, des absences. Pendant ce temps, je poursuivais mes études. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Puis, j'ai décroché un poste à responsabilité dans une grande entreprise. Pour la première fois, j'étais reconnue non pas comme la femme de, mais pour ce que j'étais, ce que je savais, ce que je valais. J'ai aussi renoué avec Thomas. Pas pour une histoire d'amour, simplement pour lui dire merci. Merci d'avoir été humain, respectueux, présent. Il a compris, il ne m'a jamais rien demandé. Il a juste souri et m'a dit que je méritais mieux que des excuses, que je méritais la paix. Et puis, il y a eu cette fameuse réunion d'anciens élèves du lycée. Je n'y serais jamais allée si une amie ne m'avait pas convaincue. J'y suis allée, un peu méfiante, un peu nerveuse. Et là, dans la salle, au milieu des visages connus, il y avait lui, Marc, mon amour de jeunesse, celui avec qui j'avais perdu contact à cause des études, de la vie, du temps. On a parlé toute la soirée, rattrapé 10 ans en 2 heures. Il m'a regardée comme si j'étais la même et en même temps totalement nouvelle. Il ne connaissait pas mon histoire. Je ne lui ai rien raconté ce soir-là, mais je suis rentrée avec le sourire. Un vrai. Les semaines ont passé. On s'est revus. Pas souvent. Juste assez pour que je ressente quelque chose que j'avais oublié. La légèreté. L'envie. La confiance. Il n'était pas parfait et je n'attendais plus cela de personne. Mais il était vrai, présent. Et surtout, il n'attendait pas de moi que je me plie à ses besoins. Il voulait construire avec, pas au-dessus. Un jour, il m'a dit « Tu sais, tu es fort, mais tu n'as pas besoin de l'être tout le temps. Tu peux aussi te reposer. Sur moi si tu veux. » Et là, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, de reconnaissance. Parce que oui, j'avais tenu bon, j'avais résisté, j'avais affronté, j'avais reconstruit. Mais j'avais aussi le droit, maintenant, de poser les armes. Vincent, lui, a changé de ville. Il vit toujours avec Estelle, paraît-il. Ils ont déménagé loin. Il voit les enfants un week-end sur 2 quand il n'a pas trop de boulot. Je ne nourris plus de haine. Juste une forme de pitié distante. Il a tout perdu parce qu'il croyait que les gens étaient acquis. Qu'il pouvait négliger, trahir, manipuler sans conséquence. Moi, j'ai appris. J'ai grandi. J'ai guéri. Et aujourd'hui, je raconte mon histoire non pas pour me venger, mais pour que celles et ceux qui vivent dans le silence sachent une chose essentielle. Vous avez le droit de dire stop. Le droit de partir. Le droit de vous choisir. Le droit d'exister pleinement. Parce que parfois, la plus grande revanche, ce n'est pas de faire tomber l'autre, c'est de se relever plus fort, plus libre, et de briller sans plus jamais demander la permission.